Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à La Justice entre nous. Mon nom est Serge Hébert. Cette semaine, j'ai décidé de m'écarter un petit peu du milieu de la justice stricte. On va parler cette semaine de contrats, de toutes sortes de choses qui concernent l'immobilier. Et pour ce faire, je reçois un courtier en immobilier, M. Alexandre Desrochers. M. Desrochers, bonjour. Bonjour. En fait, je peux vous appeler Alexandre, je peux t'appeler Alexandre. Absolument. On est supposé de se vous voyer à la télé, mais on se connaît depuis un certain temps déjà. Alexandre, je l'ai mentionné d'entrée de jeu, tu es courtier. Puis tu m'as corrigé avant le début de l'émission en me disant, je disais, tu es courtier ou agent? On va en parler tantôt, là. La différence, il y en existe une. Toi, dans mon esprit, courtier, c'était le propriétaire d'une agence de courtage. Je pense que tu es propriétaire d'un... Est-ce que c'est ça qu'on dit, propriétaire d'une agence de courtage? Oui, on dit dirigeant d'agence. Merci. On va commencer par le vocabulaire. Oui. C'est important. Bon, dirigeant d'agence. Et est-ce que j'ai raison de penser encore courtier, agent immobilier? Est-ce que j'ai encore raison de vous décrire dans la profession comme ça? Bien, je veux dire, si on regarde au niveau de comment que le public nous appelle, encore, on voit que les gens nous appellent agents d'immeubles, agents immobiliers. Okay. Mais depuis juillet 2012, il y a eu la réforme sur la loi du courtage. Et puis, maintenant, il y a les dirigeants d'agence qui sont l'ancien courtier. Ouais. Et puis, les agents sont maintenant appelés courtiers immobiliers. Bon, déjà au départ, ça met la table. Puis ça me met à niveau avec vos collègues. Bon, je le disais, évidemment, l'émission, ça s'appelle La Justice entre nous, mais pour moi, c'est important d'aborder des sujets qui sont au-delà de ce que l'on retrouve, là, le droit civil, etc., mais c'est un engagement pour la très grande majorité des gens. C'est la plus grosse transaction qu'ils vont faire dans leur vie. Je parle bien entendu d'un achat d'une résidence, d'un immeuble résidentiel. Évidemment, on retrouve les courtiers beaucoup aussi, je pense, en matière commerciale et industrielle. Mais pour moi, c'est important qu'on aborde ce sujet-là. On va le faire en 2 émissions, d'ailleurs, parce que je pense qu'il y a beaucoup de matière. Absolument. La première chose, là, si je me prends en exemple, puis je vous dis, parce que peut-être que je deviendrai vendeur, mais là, je suis acheteur. Je suis... peu importe mon âge, mais on va me situer, tiens, jeune homme de 30 ans. J'ai à peine plus que 30 ans. Et ma conjointe et moi, on va acheter une maison. Puis là, bon, mon oncle, ma tante, mon père m'ont parlé de appelle un agent. J'ai entendu parler de vous, de votre agence. Je vous appelle. Qu'est-ce qui va se passer un peu... Première étape, là, comment on va procéder? Vous vous mettez à chercher, je cherche dans les journaux, qu'est-ce que je fais? La première étape, évidemment, c'est de venir à l'agence Oui. ou soit qu'on se rencontre chez le client. Mm-hmm. Et puis, on va regarder dans un premier temps, qu'est-ce qui est le projet d'achat dans son entièreté. Donc, où est-ce que les gens veulent s'en aller, quelle sorte de produits ils pensent vouloir acheter. Puis, évidemment, on va aborder la question financière qui est à la base de tout ça. Donc, d'aller rencontrer une institution financière ou un courtier en hypothèque pour déterminer une capacité d'achat, puis aussi bloquer un taux le temps qu'on trouve la propriété en question. Je vous interromps, mais effectivement, est-ce que je vous écoutais en me disant, je vais dire ça comme ça arrive-tu des fois que vous pétez la bulle des gens qui disent « J'ai vu une maison là-bas, 3 étages, blablabla, 550 000, c'est très raisonnable. » Est-ce que, justement, vous mentionnez, vous faites avec les gens une espèce d'étude, peut-être sommaire, de leur capacité de payer avant qu'on se mette à... Je pense que c'est l'étape maîtresse pour commencer. Okay. Parce qu'avant de déposer une offre d'achat, il faut pouvoir montrer aux vendeurs que le client qu'on leur apporte est un client qui va être solvable, qui va être capable de mener à terme sa promesse d'achat. Okay. Donc, d'aller déterminer la capacité d'achat selon les revenus, selon la cote de crédit,
selon tous les paramètres que les banques et que le gouvernement nous imposent. Puis il faut regarder aussi, est-ce qu'on a une mise de fonds qui est disponible? Comment est-ce qu'elle est disponible? Est-ce qu'elle est en argent dans le compte? Est-ce que ça vient de placement, de REER? Comment qu'on va procéder pour sortir cette mise de fonds-là? D'accord. Par la suite, on va avoir le portrait global. On va pouvoir dire, exemple, on peut magasiner jusqu'à 250 000, 300 000, 400 000. Puis par la suite, bien là, on oriente les recherches vers qu'est-ce qui est en fonction du produit. Des goûts et de la capacité. Puis je trouve ça intéressant, justement, c'était exactement, je vous écoutais, puis c'était exactement ce que j'avais en tête en me disant, pour le public, ces achats-là, puis disons-le comme ça, pas faire perdre le temps aux clients, pas faire perdre le vôtre, pas faire perdre le temps des acheteurs. Puis il y a une grosse machine, finalement, qui se met en branle. Il n'y a pas juste, vous partez pas avec votre pad, puis on dit, bah, tiens, je vais t'en trouver une. C'est un gros appareil là, qui s'enclenche. Exactement. Là. Ça serait irresponsable de partir à la chasse sans savoir sur quoi qu'on peut regarder. Si on dit on s'en va à la chasse à l'orignal, on va aller dans une talle de bois qui a un orignal. OK. Oui, puis on va prendre une arme à conséquence. Exactement. Okay. Donc, si on a déterminé une capacité d'achat à 250 000, on va aller vers des produits comme ça. Okay. Et là, bon, alors, on a fait, vous et moi, l'exercice avec ma conjointe, on a regardé, on a établi, on a établi notre capacité, on a établi ce que nous, on est prêt à investir, le montant de capital, c'est beau, on a notre institution financière. Si on n'a pas d'institution financière, vous référez les gens à des institutions financières, des courtiers hypothécaires, vous donner aux gens un peu l'information sur ça? Ou Bien, l'idée, c'est de donner un éventail de choix à nos clients. Excellent. Donc, on peut les diriger vers des courtiers hypothécaires, on peut les diriger vers plusieurs institutions financières. L'idée, c'est qu'ils se fassent une tête sur qu'est-ce qu'ils vont pouvoir avoir comme produit. On s'entend d'une institution financière à une autre, ça va se ressembler, les règles de base sont les mêmes. Après ça, on peut voir des fluctuations dans le taux. Il y en a un qui peut offrir un petit peu plus, un petit peu moins. Puis il y a aussi différentes formules. Il y a certaines institutions qui vont donner des remises en argent. Il y en a d'autres que ils vont payer des frais de notaire. C'est de trouver un package qui va être intéressant pour l'acheteur. Puis par la suite, un coup que ça c'est réglé, on peut aller plus loin. Bon. Là, on va regarder l'exemple de la chasse au chevreuil. Oui. Vous vous lancez en chasse. Là, ça fonctionne comment? Parce que aujourd'hui, il y a l'Internet. Est-ce qu'il est fréquent que des clients ou on les appelle les clients? Les acheteurs? Les acheteurs. Les acheteurs, bon. Alors, les acheteurs vous disent, on a regardé sur Internet, on a trouvé une couple là, qui nous intéresse. Est-ce que c'est fréquent? Et en ce moment-là, est-ce que vous, de votre côté, je parle des courtiers, vous allez quand même dire, je connais ma région, je suis au courant. Comment vous faites pour établir? Est-ce que les maisons sont classées par prix, par adresse, par localité? Comment ça fonctionne? Si je vous dis, moi, OK, c'est entre 2,50 puis 2,90 maximum. Vous êtes capable d'identifier les propriétés à ce prix-là dans la région? Oui. C'est de regarder principalement où est-ce que la personne veut se diriger. Okay. Donc, ils vont nous pointer certaines villes, certains quartiers. Et puis, à l'intérieur de ce quartier-là, on est en mesure là, de leur proposer les propriétés qui sont disponibles. D'accord. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les choses ont changé. V'là quelques dizaines d'années, le courtier détenait le monopole de l'information. Il y avait le petit livre où il y avait les inscriptions disponibles et il pouvait les offrir aux clients. Maintenant, on est dans une conjoncture qui a changé totalement. Donc, on n'a plus le monopole de l'information. Les clients sont en mesure de voir presque en temps réel les propriétés disponibles, ceux qui sont sur le réseau des courtiers, ceux qui ne le sont pas. Et puis, on n'est plus nécessairement le premier chien de garde de l'inventaire. Donc, l'inventaire est à eux, ils le voient. On est beaucoup plus là sur les orienter, puis les conseiller sur le produit, puis la manière d'aller acquérir le produit, bien plus que de leur trouver la maison. Okay. C'est sûr qu'on peut lui donner des indices. Je veux pas... je vais vous parler d'un cas personnel. Dans les années 80, quand j'arrive dans la région de Saint-Jean, je connais pas le milieu, je connais pas la région. Alors, je fais affaire avec, à l'époque, un agent immobilier.
Et là, il m'identifie 5 propriétés, puis il me dit, on va aller les visiter. Aujourd'hui, on pourrait dire, est-ce que vous faites encore la tournée physique où les gens commencent par regarder, par exemple, sur Internet? Est-ce que ça a changé? Ou, bon, puis je me souviens, en arrivant, je disais, ouais, celle-là ne me plaît pas, mais même à entrer. Je comprends que probablement que l'objectif, c'était regarder, vous allez voir ce que vous avez pour tant, puis ça va vous orienter en même temps. Attendez-vous pas à des boiseries sur les murs, blablabla, si vous voulez payer des arachides. Là. Mais est-ce que maintenant, c'est encore comme ça? Est-ce que vous planifiez d'avance avec les gens la visite à cause de l'Internet, à cause du fait que je dirais l'inventaire, comme vous dites, est disponible sur le web? Je vous dirais que dans la moitié des cas, les gens arrivent puis ont pas mal déjà une bonne idée de ce qu'ils veulent. Okay. Puis certains arrivent déjà avec une liste. Est-ce qu'on peut aller visiter? Évidemment, on règle les questions de base là, qui sont la question de la solvabilité. Puis après ça, oui, évidemment, on va aller sur les places physiques pour visiter. Parce qu'il faut se dire une chose, c'est qu'on voit les maisons sur Internet, c'est une chose, mais d'aller visiter la propriété en elle-même, bien souvent, on peut regarder sur les photos, on va se dire c'est petit, en réalité c'est plus grand. Des fois, on pensait que c'était très grand, c'est plus petit. Il y a l'atmosphère de la maison, il y a le voisinage. On voyait des belles photos sur Internet, il y a un bloc appartement en arrière finalement. C'est vraiment d'aller faire l'exercice. Là-dessus, l'exercice n'a pas changé. Il faut aller s'imprégner de l'immeuble pour pouvoir faire notre choix. J'aime bien le mot que vous venez de dire, s'imprégner, et non pas rien que d'aller visiter. Des fois, j'avais l'impression, ou les gens m'en parlaient, des fois, ils me disaient, j'ai l'impression qu'on m'amène un peu où on veut, mais j'aime ça ce que vous dites. C'est non, tu vas pouvoir comparer, en fait, c'est ça. Exactement. Les avantages de tel quartier, par exemple, à tel autre quartier. Bon, à partir du moment, justement, cette démarche-là est faite, je trouve une propriété qui m'intéresse. En quoi consiste ou consisterait votre travail à partir du moment où je dis, bon, celle-là m'intéresse? C'est là que le gros du travail du courtier va commencer. Donc, c'est de regarder en premier lieu, bon, quel est le produit. Donc, on ne comparera pas une maison qui vient d'être bâtie avec une maison des années 60 de la même manière. Okay. Fait que la première étape va, le client choisit sa propriété, ça va être d'aller déterminer, peu importe que la maison soit inscrite par un courtier ou par un propriétaire, d'aller déterminer la valeur réelle. Quel est le prix que le client devrait payer pour cette propriété-là aujourd'hui, que ce soit un bon deal pour lui, puis un bon deal aussi pour le vendeur, on s'entend. Il n'y a pas de gagnant-gagnant, là. On a toujours dit, une bonne entente, c'est une entente qui va être gagnante pour les deux parties. Exact. Fait que ça va être d'aller déterminer cette valeur-là pour aller faire une promesse d'achat. Et dans cette promesse d'achat-là, par la suite, il va y avoir plusieurs conditions de vérification. Donc, on va étudier les différents documents qui sont reliés à la propriété. Ça, c'est important, là, ce que vous dites, parce que les gens ne voient pas ça. Moi, comme avocat, c'est sûr que je le sais, je le vois, mais la plupart des gens ne savent pas. C'est pour ça que je trouve intéressant que vous nous expliquiez. Même moi, je ne sais pas tout ce que vous faites, là, j'ai quand même une bonne idée. Mais je vous arrête avant. Avant que vous vous mettiez à travailler pour moi puis à faire investir du temps, de l'énergie, etc., quand est-ce qu'on signe le contrat? On signe un contrat avec vous pour retenir vos services ou vous faites ça at large? Il y a deux manières de procéder. On reviendra ensuite à votre travail, si vous permettez. Bien sûr, il n'y a rien qui empêche un courtier de prendre des clients puis d'aller visiter des propriétés avec eux et puis de les représenter. Par contre, au niveau des nouvelles lois et tout ça, il y a une nouvelle tendance qui est intégralement basée un peu sur ce qui se fait aux États-Unis, c'est le contrat achat. Donc, le contrat achat, c'est justement des acheteurs qui mandatent le courtier pour les représenter dans leurs futures transactions. Ce contrat-là, il est important parce qu'il met sur papier les attentes de l'acheteur et puis il engage le courtier à les représenter puis leur livrer une prestation de service qui est déterminée à l'intérieur de ce contrat-là. Ça l'inclut aussi de déterminer les honoraires du courtier. On sait que, si les clients choisissent une propriété qui est sur le réseau des courtiers, tout l'aspect honoraire est déjà déterminé d'avance parce que, le vendeur a déjà mis une commission sur la table.
OK. Mais il arrive d'autres situations que les gens aussi peuvent choisir une propriété qui n'est pas sur le réseau des courtiers. Donc, quelqu'un qui est à vendre par le propriétaire ou qui est Vous par allez, plusieurs vous moyens. allez le contacter pour dire, moi, j'ai un client intéressé à vous acheter, Exactement. puis là, vous allez négocier avec lui. C'est ça. Dans ce cas-là, les honoraires, bien là, c'est à voir. OK. Bien souvent, le vendeur nous accueille en disant, bien écoutez, si vous avez un acheteur pour nous, ça va nous faire plaisir de vous rémunérer. Il y a d'autres cas qu'on peut splitter, si on peut dire, entre l'acheteur et le vendeur. Puis, on a certains cas que les gens, Non, dehors. c'est dehors. Bien, à ce moment-là, on détermine une offre d'achat qui tient compte des honoraires du courtier là-dedans. Et puis, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que toutes les institutions financières, si ça rentre dans la valeur de l'immeuble, peuvent financer les honoraires. Donc, pour quelques dollars de plus par mois, l'acheteur a bénéficié de toutes les vérifications qu'un courtier peut faire. OK. Donc, on peut dire aux gens de ne pas hésiter, c'est des choses qu'ils ne comprennent pas, de poser la question puis d'être certain, pas ensuite à avoir une incompréhension qui mènerait plus loin. Bon, merci. Ce point-là étant réglé, là, maintenant, vous avez votre contrat, c'est un mandat de courtage, je présume. Là. Bon, là, on est à l'achat de la propriété. Je vous ai interrompu quand vous nous dites que vous avez un travail de vérification à faire. En quoi ça consiste, en résumé, là, ce travail-là? En résumé, c'est de sortir toute la documentation relative à l'immeuble. On sait qu'un immeuble, ça a une vie. Il y a des événements qui ont pu se produire dans la vie de l'immeuble. C'est de répertorier ça, de mettre ça au jour de l'acheteur, qui sache qu'est-ce qu'il achète, qu'est-ce qui s'est passé avec l'immeuble au cours des années, qu'est-ce qui ont été les événements défavorables, qu'est-ce qui a été comme rénovation dans l'immeuble. C'est d'aller déterminer ça. Pour ça, il y a l'étude de la déclaration du vendeur. C'est ça que j'allais dire. Le vendeur fait des déclarations. Oui. Est-ce que, je dirais la preuve, ça me concerne peut-être plus, mais règle générale, les gens, comment dirais-je, c'est pas qu'ils sont honnêtes, mais ne se mettent pas trop des lunettes roses, les vendeurs. Vous avez pas mal l'heure juste ou des fois vous êtes obligé de creuser un peu plus? Il faut toujours creuser un peu plus. D'accord. Mais la plupart du temps, lorsqu'on explique la déclaration du vendeur à un vendeur, tout ce qu'il va déclarer dedans, ça va lui revenir en protection. Donc, tout ce qu'il aura déclaré à l'acheteur, il n'y a pas de recours après, ils sont en connaissance de cause. De là, nos interventions. De là, pour moi, l'importance que vous soyez ici ce matin pour dire aux gens, si vous êtes vendeur, ne cachez rien. C'est ça. Ça va, en bon québécois, vous revenir d'en face. Tout se sait un jour ou l'autre. Oui, c'est ça, surtout. Bon. Alors, si je peux reprendre, allez-y. dans le cas qu'on aurait un immeuble qui est à vendre uniquement par le propriétaire, bien, on va aller obliger le propriétaire à remplir une déclaration du vendeur pour que les acheteurs soient en connaissance de cause. Qu'ils sachent ce qui s'est passé. Je pense, par exemple, au quartier Saint-Gérard, où, on le sait, moi, je le sais, quand j'habitais là, il y avait chez nous, c'était réglé. Les anciens propriétaires avaient réglé le cas, là, mais il y avait des problèmes de refoulement d'eau usée ou parce que le système n'était pas suffisant. Ça a été réglé. Ça, justement, là, comment... Puis là, je parle pas pour moi, là, mais comment tu sais, quartier Saint-Gérard, vous le savez, là. Donc, on dit, OK, j'imagine, vous, les courtiers en immobilier, vous devez savoir quelles étaient les zones particulières à risque. Les gens disent, OK, je vais vous dire, moi, j'ai eu une inondation, c'était de l'eau claire, blablabla. Je le mentionne. Est-ce que vous êtes en mesure de dire aux gens, ça a été corrigé, mais faites, quand vous allez faire inspecter, puisqu'on va y venir, assurez-vous que... Comment vous dealez en français avec le fait qu'on est dans un ancien quartier, mais que ça a été pas mal réglé, à moins que... Bien, la première des choses, c'est qu'on peut faire une vérification, savoir les infrastructures de la ville, est-ce qu'ils ont été refaits avec les années. Donc, avec une vérification au niveau vous faites ça? Oui, absolument. Ah, bon, excellent. Au niveau de la ville. Puis, deuxièmement, il y a tout le système, disons, de gestion des eaux alentour de la maison, à savoir est-ce que ça a été modifié, est-ce que ça a été remis. À ce moment-là, on peut aller en expertise de regarder, on peut aller faire une inspection caméra du drain français. On peut voir, on le sait qu'une maison qui n'aurait pas été modifiée, elle n'aura pas de somme-pompe. Donc, à ce moment-là, s'il y en a une, il y a certainement dû y avoir il y a eu quelque chose, avoir des travaux. Puis c'est de regarder, justement, en posant des questions, en faisant une déclaration du vendeur diligente, à savoir où est-ce qu'on en est avec cet immeuble-là. Comme je vous disais tantôt, un immeuble de 2010, ce n'est pas des questions qu'on va se poser. On le sait qu'ils vont avoir été bâtis au code.
Tandis que si on va dans Saint-Gérard, bien, c'est d'autres problématiques Maison des qu'il faut années regarder. 60, Est-ce qu'on a un 70. drain français qui est en drain de plastique perforé? Est-ce que c'est un drain français qui est en terracotta? Ou tout simplement, est-ce qu'il n'y a pas de drain français? Chaque maison doit avoir été vérifiée, puis c'est là que l'inspection en bâtiment arrive. Je vais vous poser la question comme ça, un peu bêtement. Souvent, les gens ont l'impression, puis il devait en avoir, comme dans tous les métiers, toutes les professions, des gens qui sont plus rapides pour faire la transaction. Est-ce que vous accompagnez... En fait, je vous écoute, puis je me dis, j'aimerais ça, si j'achetais une maison usagée, avoir quelqu'un comme M. Desrochers, puis je ne fais pas votre promotion. Quelqu'un avec qui je vais me sentir en confiance pour faire la plus grosse transaction de ma vie. Est-ce que vous... je présume, si vous le dites, vous faites cet exercice-là où vous allez dire est-ce que vous dites à l'acheteur, vous vous assurez qu'ils vont tous faire les vérifications, genre, ça, c'est une maison fin des années 50, le drain français commence à être âgé, faites-le inspecter, ça vaut le coup. Est-ce que vous faites tout ça, vous les accompagnez, les gens, dans tout ça? Ou je dirais la majorité des courtiers, est-ce qu'on s'attend à ça? Oui, il faut s'attendre à ça. OK. Si on voit que le courtier est là seulement pour conclure une transaction, je pense que ce n'est pas la bonne personne que vous avez ça donne une mauvaise image, comme intermédiaire. Un courtier qui veut avoir une longue carrière doit toujours regarder à long terme. Et puis, c'est pas parce qu'une négociation va avorter qu'il n'y en aura pas une sur un autre produit par après. L'idée, c'est d'avoir des clients qui vont être heureux dans leur propriété, que la propriété, on aura écarté tout risque pour eux autres au niveau le problème avec l'immeuble. C'est sûr qu'on a un devoir de conseil. Donc, on va conseiller, on va donner des suggestions. Bien sûr, on n'obligera pas le client là, à faire tout ce qu'on dit. Mais on va lui dire, vous allez au moins lui dire, si c'était moi, je ferais telle vérification pour telle raison. Après ça, la décision va toujours relever de l'acheteur lui-même, mais un courtier qui va être diligent, comme je dis, va aller plus loin là, que le simple fait de dire, bon, on a un deal, il faut que ça se fasse. Ça va se faire, puis il faut que ça se fasse de la bonne façon. Comment dire, à livre ouvert, puis c'est bon. Je me suis beaucoup attardé à ça. Le temps file. Je me suis beaucoup attardé à l'avant offre d'achat. Arrive le moment donné où il y a une offre d'achat qui est formulée. Là. Donc, je présume, là, vous en discutez avec vos clients, c'est votre expertise là, je dis vendeur, c'est pas une insulte, là, de dire acheteur-vendeur, c'est une expertise commerciale. Là. Comment ça fonctionne? Puis peut-être, je fais une offre, ça dure longtemps, il y a toutes sortes, le jeu est ouvert en fonction des besoins de chacun, si je vends ma maison, en tout cas, il y a plein d'options qui peuvent se passer. Chaque situation va être différente. OK. Habituellement, on va écrire la promesse d'achat avec les conditions. Puis après ça, on va prendre la promesse d'achat puis on va aller la présenter au propriétaire. Okay. Donc, si le propriétaire a un courtier, bien, on va faire une rencontre avec le courtier de l'acheteur, le courtier du vendeur et le propriétaire. On va présenter la promesse d'achat, lui montrer un peu qu'est-ce qu'il va avoir comme expertise par la suite et tout. Puis c'est là aussi le gros travail du courtier, d'aller négocier pour que le client paye le prix juste du marché. Donc, bien souvent, c'est d'essayer de démonter certaines attentes du vendeur qui étaient peut-être faussées. Des fois, c'est simplement de régler un fossé qu'il y avait entre l'acheteur et le vendeur. C'est en lui montrant des comparables, en lui montrant d'autres situations qui s'est produites dans la dernière année dans le quartier qu'on peut arriver à une entente avec eux autres. Donc, un travail de négociation assez intense. Oui. J'ai envie de vous poser la question qui tue, parce que vous devez l'entendre souvent. Moi, je l'entends comme avocat aussi. Là, c'est la question des honoraires. Je présume que vous entendez souvent des gens dire, ben oui, c'est sûr que plus qu'est-ce qui me prouve que comme courtier de l'acheteur, vous faites baisser mon prix alors que vous êtes à commission, puis que vous ne faites pas... Vous voyez un peu le genre, là? Donc, ça ne vous dérange pas qu'elle se vende plus cher parce que vous allez faire plus d'honoraires. Ça, c'est une question de professionnalisme. Exactement. Bon, OK. Comme dans chaque profession, vous êtes avocat, je suis courtier immobilier, on sait que dans chaque cohorte... C'est toujours trop cher. Bien,
Il y a souvent, ça, là. mais je veux dire, il y a certains très bons avocats, il y en a des moins bons, il y a des très bons courtiers, il y en a des moins bons. Si on fait abstraction de ça par la suite, bien évidemment, vous venez de le dire, c'est toujours trop cher pour l'acheteur, jamais assez cher pour le vendeur. Ouais, exact. C'est d'aller OK. pallier ça entre les deux. Fait que la meilleure chose peut-être à dire aux gens, c'est justement, c'est la négociation du prix, puis de s'enlever dans la tête que les intervenants ne cherchent qu'à s'en mettre dans les poches. Non. L'être humain aura toujours des gens comme ça, on le dit. Là. Exact. Il y a comment on dit, des œufs pourris dans tous les paniers. Oui. Bon, là, l'offre d'achat est faite. On se dirige maintenant, il y a une inspection, tout est fait, parfait, c'est bon. Il y a un document, j'imagine, qui dit OK, les conditions sont réalisées, on est prêt à aller chez le notaire. Oui. Là, vous allez accompagner les gens chez le notaire? Absolument. Bon. Et en quelques mots, parce qu'on est déjà à la fin, parce qu'on va en reparler pour OK. l'émission suivante. Donc, le choix du notaire, ça va. Les gens ont choisi leur notaire ou l'institution financière. Vous les accompagnez, vous apportez, vous travaillez avec le notaire dans le dossier? Oui, absolument. On va lui acheminer le dossier. Lui, il va faire son examen de titre. Et puis, bon, s'il y a des dernières technicalités à régler, on va voir à ça. Puis, il y a aussi le fait que, bon, on a signé une promesse d'achat, on s'est entendu. Et puis, la dernière étape, c'est l'entente, l'acte de vente, l'entente formelle. Le courtier doit s'assurer d'aller avec son client, vérifier que l'entente qui a été prise est reproduite comme il faut dans l'acte de vente, puis qu'il n'y a pas rien qui a changé, que c'est l'entente qui avait été négociée qui est là, puis d'arriver au bout, d'avoir accompagné le client du début à la fin. Fait que le travail du courtier, c'est pas... Ça ne s'arrête pas après la signature de... Puis même après le notaire, il y a tout l'aspect service après-vente. On ne sait pas ce qui peut arriver par la suite. Ça, on va en parler la semaine prochaine. Hein? Le temps passe vite. Écoutez, je vous remercie. Comme je dis, j'ai insisté beaucoup sur l'avant parce qu'on entend souvent, on sait pas mal comment ça devrait se passer, mais les gens oublient souvent que vous avez tout un travail à faire pendant la séquence avec le notaire. Alors, je vous remercie. On se revoit la semaine prochaine et on continue à parler de l'immobilier. Mesdames et messieurs, restez avec nous à TVHR 9. Revenez-nous la semaine prochaine et on poursuit avec M. Desrochers.